Au sommaire ce soir, la culture Made in France qui s'exporte. Que retrouve-t-on dans la fresque de ce dimanche? Lupin qui fait son retour au cœur de Paris, visite guidée avec Assane Diop et Omar Sy. Dans un instant, la Joconde et son sourire énigmatique pour le tête-à-tête virtuel de ce soir. Le visage d'N'Golo Kanté, une Ligue des Champions, l'Euro en ligne de mire et l'humilité consacrée, un Oscar tricolore qui nous rendra visite avec Florian Zeller et The Father, son film enfin sur nos écrans. Et puis en direct de Las Vegas, celui qui veut refaire danser la planète, David Guetta, sera avec nous. Mais d'abord, il s'est invité dans 70 millions de foyers, si j'ai bien vu les bons chiffres, une série vitrine du talent français qui est avec nous ce soir. C'est Lupin et c'est Omar Sy. Bonsoir, merci d'être avec nous, Omar. On vient d'entendre DJ Snake qui exprimait récemment cette idée. Vous ne pouvez pas imaginer comment l'image de la France à travers le monde a un réel impact. Est-ce que vous ressentez ça quand vous voyagez, quand vous êtes aux États-Unis? Bien sûr. La France est un grand pays par sa culture et un pays connu et reconnu pour pas mal de choses. Donc culturellement en tout cas c'est sûr, pour sa cuisine aussi, pour son élégance, pour son chic, pour son arrogance aussi. Voilà, on est parfois un peu. Est-ce qu'on n'est pas un peu complexé parfois aussi? On s'autoflagelle, on aime bien dire. Ouais, oui, mais c'est bien aussi. C'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on maintient le niveau. Et il faut pas s'asseoir sur ce qu'on a. Effectivement, c'est un beau et grand pays, mais on a encore du progrès à faire dans pas mal de choses. Et c'est pas mal l'autocritique. Ça permet d'avancer. Vous vous sentez un peu ambassadeur, vous, de la France maintenant, non, avec ce statut un petit peu. En tout cas, personne ne m'a nommé. Vous n'avez pas encore été nommé officiellement. Ouais, voilà, c'est ça. Non. Ben, quoi qu'il arrive, de toute façon, on est toujours un peu ambassadeur parce que c'est là d'où je viens. Tout ce qui fait mon identité, je suis à partir du moment où je suis public un peu ambassadeur malgré moi finalement. Ouais. Je ne l'ai pas vraiment choisi, mais on va dire que c'est comme ça. Je le suis pour ça et pour d'autres choses. C'est comme ça en tout cas qu'on me regarde, mais ce n'est pas ça en tout cas qui guide ma façon de faire ou d'agir. Une première parenthèse avec l'actualité. On va justement parler de ces Français qui rayonnent à travers le monde. On va parler de Lupin. On va parler un peu du football, des Français. Juste regardez ceux qui vont apparaître derrière moi, cette équipe de France. Vous la sentez comment? Je parle à un professionnel du foot. Vous avez été un très bon footballeur, Omar. Non, j'étais vraiment très mauvais. Mais j'étais un très bon spectateur de foot. Et non, je vois cette équipe-là, je vois 4 super visages, 4 super joueurs, dont un revenant. Un revenant, Karim Benzema. Quel bonheur de l'avoir parmi les Bleus après la saison, les saisons qu'il vient de faire. Ouais. N'Golo. Enfin voilà, on a vraiment 4 super joueurs là. Benzema, c'est un très bon retour. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen de faire la fête cet été. Je pense qu'il y a moyen de réunir à nouveau les Français autour de quelque chose de cool. Et voilà, les Bleus, j'espère qu'ils vont nous offrir ça parce que après l'année qu'on vient de passer, ça peut être très bien. Kylian Mbappé, 22 ans, dans l'Obs cette semaine, qui s'exprime avec une forme de maturité, ne rejetant pas l'idée de faire de la politique, expliquant et affirmant tout simplement qu'il est fier d'être français. Et il se dit, j'ai des choses à dire, je suis connu, c'est comme ça, je dois assumer ce rôle-là. C'est pas un peu trop de pression pour un jeune homme de 22 ans? C'est comme ça maintenant le football depuis 20 ans, depuis la première Coupe du Monde. On demande aux footballeurs d'avoir un propos, d'avoir une tenue, de se tenir en exemple quand ceux qui ont choisi un métier où ils doivent être exemplaires, ils ne le sont pas, mais demander à des footballeurs qui ont juste demandé à jouer au ballon de l'être. Mais bon, après lui, il est né dans ce football-là. Donc maintenant, lui, il a les codes et les règles, ce qui n'était pas évident, par exemple, pour son aîné, Karim Benzema. C'était un peu différent quand il a choisi de faire du foot. Donc, ce qui est bien maintenant, c'est que les footballeurs, ils sont au courant. Ils savent, quand ils choisissent de jouer au ballon, quand ils choisissent la voie professionnelle, ils savent qu'il y a tout ça. Et donc, du coup, ils sont un peu plus conscients. Et ça nous donne Kylian Mbappé, ce qui est très bien. C'est très bien d'avoir un joueur aussi jeune, aussi mature et charismatique avec des propos comme cela. Mais même si c'est pas ça en vrai qu'on lui demande. Ouais. Si nous ramène l'euro, on ne lui demandera rien d'autre. Ce sera déjà pas mal. C'est pour nous l'essentiel. Omar, si la popularité, cette pression, justement, vous avez eu le temps de vous y habituer. Aujourd'hui, quand vous vous exprimez, c'est souvent cache la une de l'actualité. C'est-à-dire que très rapidement, est-ce que ça, on s'y prépare? Est-ce qu'à un moment donné, on aimerait bien s'en débarrasser? Ou finalement, vous vous dites, bon, bah là, c'est comme ça, maintenant, c'est clair, j'assume? Je fais avec les données. Ouais. Je fais avec les données, c'est comme ça. C'est pour ça que mes prises de parole, elles ne sont pas non plus tous les 4 matins, que je choisis aussi les sujets. Mais bon, c'est comme ça, je fais avec les données. Et puis,
ça ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire comme j'ai envie de le dire, mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Vous disiez que la société, elle était bancale, qu'elle penchait même un peu à droite, sur la jambe droite. Est-ce qu'il y a un mot qu'on devrait un peu plus souvent utiliser? On dit que la société, elle est fracturée. Est-ce qu'il y a un mot, le mot réconciliation? C'est quelque chose qui devrait rentrer un petit peu plus en avant aujourd'hui. Avant la réconciliation, il y aurait le mot apaisement. Apaisement. L'apaisement avant la réconciliation. La réconciliation n'est pas possible avant l'apaisement. Et c'est un peu ce mot-là qui manque en ce moment. Par manque de dialogue? Par manque de dialogue et de nuances, bien sûr. On oppose tout. On oppose tout le temps les choses, on ne pense pas en termes d'addition, les choses se complètent. On parlait en début d'émission de cette France qui rayonne à l'étranger. Cette France, elle rayonne par sa complexité, par sa diversité, par sa grandeur, et elle ne peut pas être grande s'il n'y a pas eu d'addition d'un tas de choses. Regardez l'équipe de France, les 4 joueurs que vous nous avez montrés, regardez-moi le visage de cette équipe. Voilà nos vainqueurs. On a Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema, N'Golo Kanté. Mais cette équipe, elle est belle, elle claque, elle déchire, mais parce qu'on a cette diversité de bonhommes avec tous les bagages qu'ils ont, leur propre histoire, leur éducation, leurs parents, l'histoire de leur famille. Et c'est ça, la France. Et c'est cette France-là qui nous a ramené une deuxième Coupe du Monde. Elle ressemble beaucoup à la première Coupe du Monde qu'on a reçue aussi. Donc, soyons fiers de ça. Et cette France-là, elle arrive aussi parce que c'est un mélange d'un tas de trucs, d'un tas de cultures qui prend et qui fait ensemble, qui fait unité, en fait. Autre évolution, avec ce personnage de Lupin, il a changé Lupin entre celui, effectivement, qu'on voyait, de Maurice Leblanc. Il a changé et en même temps, il a gardé un socle. Finalement, il est en revanche de l'injustice. C'est ça aussi, ce personnage que vous incarnez aujourd'hui ? Oui, on n'a pas changé grand-chose finalement. Oui, c'est Lupin Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Il est victime d'une injustice et il devient Arsène Lupin par revanche. Il veut rétablir la justice contre une société qui est un peu injuste et c'est un peu la vie d'Assane Diop. Donc on n'a pas changé grand-chose. Maurice Leblanc, je crois, quand il écrit Lupin, il décrit la société il décrit la France de cette époque-là. On essaye un peu de faire ça. De décrire la France d'aujourd'hui. Un petit peu, ouais. C'est un héros français d'aujourd'hui. C'est ça. Elle ressemble à quoi, cette ville de Paris qu'on voit dans ce... C'est incroyable. Vous l'aimez d'abord, cette ville. Vous la connaissez bien, même si aujourd'hui vous vivez un peu loin d'elle. Qu'est-ce que vous aimez dans cette ville, comme Lupin aime? On la voit, on la découvre dans cette série. C'est assez incroyable parce qu'on tombe toujours amoureux de cette ville à chaque fois. Mais alors là, elle est filmée, on a vraiment de... Vous l'aimez, vous? Bien sûr que je l'aime. Quelle question? Quelle question, comment ne Elle pas... vous manque parfois? Elle ne l'a pas manqué. J'y suis assez souvent pour tourner déjà. Pour tourner, non, mais surtout, j'aime y être. Ça fait partie de moi. J'ai grandi à cet endroit. J'ai l'histoire de ma vie qui a été écrite ici. Donc, comment ne pas l'aimer? C'est même... ça n'a même pas... Je ne sais même pas pourquoi je le dis. C'est tout à fait normal. Et donc, oui, on avait envie de raconter la France, on avait envie de raconter Paris tel que nous, on le connaît, tel que nous, on l'aime. Parce que j'ai l'impression aussi, au cinéma ou dans les séries, c'est souvent les étrangers qui arrivent à bien filmer Paris avec beaucoup, beaucoup d'amour. Nous, on filme Paris comme si c'était normal. Comme si c'était un endroit simple et acquis. Et donc, on avait envie de filmer Paris avec un peu plus de respect. On le voit un peu plus de grandeur. Avec Hugo Gélin, et on le voit ici. C'est Ludovic Bernard. Là, Ludovic Bernard, on venait de le voir. Et je voudrais qu'on parle aussi de vous également à travers quelque chose d'exceptionnel qui vous est arrivé. Vous êtes retrouvé au Louvre face à qui? À quoi? À la Joconde. À la Joconde, ouais. Il y a peu de monde, franchement, Omar, qui se retrouve pendant 15 minutes tout seul avec la Joconde. On va la voir apparaître. C'était incroyable, ça. Ça, c'était incroyable. Ouais, c'est ce truc qu'il y a dans les tournages, en fait, où on a un décor. Alors, on tourne au Louvre, on est hyper content d'y être et ça dure 3 heures. On est là, c'est génial d'être là. Puis après, la vie reprend son cours, on fait une scène, on revient et puis on attend. Et à un moment donné, je me retrouve dans une pièce, comme quand on fait souvent entre les prises. Ouais. Je suis avec mon portable comme ça et puis j'attends qu'on m'appelle à nouveau. Je lève la tête et je me rends compte que je suis dans cette pièce, tout seul. Tout le monde est parti faire ce qu'il avait à faire et je suis dans cette pièce tout seul avec Mona Lisa et j'ai mis le chrono en route pour savoir combien de temps ça allait durer. Et il s'est passé à peu près 15 minutes où j'étais seul avec elle. Et ça, c'est assez incroyable.
Et comment ne pas être reconnaissant de la vie et de vivre tout ce qu'on vit quand il nous arrive des choses pareilles, quoi. Je vous propose une autre toile, celle d'un autre grand maître, avec un autre visage et un autre sourire. Celui-là, vous le connaissez peut-être, allez, presque mieux que celui de Mona Lisa. Il arrive. Qu'est-ce que vous vous dites en regardant cette personnalité? Vous vous dites, elle est pas mal, cette histoire-là? C'est moins bien fait déjà. C'est moins bien peint. C'est moins bien peint. Ouais. Moins bien peint. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Franchement, de temps en temps, vous vous dites, vous venez d'en parler, des moments rares, intenses, vous vous dites, pas mal ce bout de chemin fait, il y a encore pas mal de choses à faire. Oui, en fait, moi, j'ai pas le réflexe de me retourner de trop. En fait, j'ai l'impression que je ferais cette chose-là au moment où il n'y aurait plus rien à voir devant. Mais pour le moment, il y a tellement devant qui m'attend, que j'ai envie de faire, que je regarde, que je pense que c'est pas le moment de me retourner. Je suis assez jeune encore, hein. J'ai pas l'air comme ça, mais si. Je suis plutôt jeune. Hyper donc jeune. non, mais en tout cas, j'ai pour réflexe de regarder devant. Après, c'est sûr que j'ai vécu des très très beaux moments dans ma vie. Il y a des très belles choses qui se sont passées. Je suis plutôt heureux. Mais ouais, je regarde plutôt encore devant. L'avenir est encore plein. Il y a encore plein de bonnes trucs, choses. il y a des trucs à écrire. Vous l'avez encore quelquefois en tête, cette chanson, ce titre de Jean-Jacques Goldman, C'est ta chance. Ça vous parle encore, cette Bien musique? sûr que ça me parle. Bien sûr que ça me parle. C'est ta chance, ta force, ta dissonance. Faudra remplacer tous les pas de chance par de l'intelligence et ta chance par le choix. Très vite, elle vous a marqué et ses paroles. Regardez ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand on est un jeune noir dans les années 80 dans une ville comme Trappes, où il n'y en a pas beaucoup, eh ben ouais, les pas de chance, la différence qu'on nous fait remarquer très très tôt, il faut en faire quelque chose. Et voilà, ça viendra puiser ta force dans ton impertinence. Ben voilà, c'est un peu un code de conduite, on va dire. C'était un beau cahier des charges et oui, c'était assez inspirant. Omar, on va recevoir un deuxième invité. Lui aussi connaît un incroyable succès à l'étranger, notamment aux États-Unis. Le dramaturge français, le plus joué sur scène à l'étranger. Il vient d'obtenir 2 Oscars pour son film The Phaser. On l'applaudit, bien sûr. On applaudit l'Oscarisé. L'Oscarisé. On se lève même. On se lève même. Attendez, c'est pas rien. Il doit détester ça. Trop tard, il fallait pas la voir. Il fallait pas la voir. Un film intense. Effectivement, une mise en scène, réalisation avec Anthony Hopkins. Bonsoir Florent Zeller, merci d'être avec nous ce soir. On va voir apparaître juste quelques images derrière moi d'une scène culte de Jerry Lewis, parce que je pense un peu à ça en pensant à vous. Combien de pièces, combien de livres vous avez écrits depuis toutes ces années, enfin ces courtes années finalement? Pièces, une quinzaine. Une quinzaine. Et une dizaine qui ont été adaptées à l'étranger. Voilà. Ce film, comment il vient en vous? C'est l'adaptation, effectivement. C'était d'abord une pièce que j'ai écrite il y a 10 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a été jouée dans beaucoup de pays. Et à chaque fois, il y avait quelque chose de très fort qui se passait avec le public. C'est-à-dire que les gens nous attendaient après chaque représentation, non pas pour nous dire bravo, mais pour raconter leur propre histoire, pour partager leur propre histoire. Il y avait quelque chose de cathartique qui m'a vraiment bouleversé. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à rêver, parce que tout commence avec un rêve. Et j'ai commencé à rêver de faire un film autour de ce texte. Vous étiez déjà croisés tous les deux? Oui, on s'est croisés il y a quelques années au mariage d'un ami qu'on a en commun. D'accord, voilà. Rien à voir avec le cinéma. Rien à voir avec le cinéma, mais pourquoi pas? Vous avez en commun, pourquoi pas? On va en parler peut-être de tout ça, parce qu'il y a peut-être des projets à venir encore. Vous avez un truc en commun, en tout cas, c'est un compositeur. Le compositeur que vous avez choisi pour The Phaser, parce que ce compositeur, écoutez Omar, ça vous rappelle quelque chose, j'imagine? Ben évidemment. Ludovico Einaudi, c'est lui qui avait fait composer ce thème d'Intouchable. C'est vous qui avez fait ce choix-là? Oui, moi je trouve que c'est un des plus grands compositeurs contemporains. On se souvient de ce qu'il avait fait dans Intouchable. C'était très beau. Il a quelque chose d'incroyablement puissant. Vous l'aviez découvert à ce moment-là, au moment du film? Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Comme beaucoup de gens. Mais il est aujourd'hui un des compositeurs les plus écoutés dans le monde. Et il a gardé quelque chose d'incroyable. C'est une extrême humilité. En travaillant avec lui, j'ai senti c'est la signature des plus grands, quoi. C'est-à-dire qu'il était là pour servir le film et non pas lui-même. Et ce qu'il a fait dans le film, de mon point de vue, est vraiment puissant, parce que la musique, ça élève en fait un film quelque part. Oh oui. Omar, on a vu tout à l'heure Florian Zeller avec un Oscar à la main, la cérémonie des Oscars, malheureusement pour lui, parce que j'imagine que ça vous a quelque part frustré, recevoir un Oscar finalement par télé interposée. Bah, c'était pas le vrai celui-là, c'est ça l'idée? Non, c'était un faux. Bah, le vrai, je l'ai là. Ah bon? Regardez-moi ça. Mais comment ça se fait que vous l'avez vu? Nom de Zeus, c'est lourd quand même. C'est quand même lourd, c'est petit mais c'est lourd ce truc.
C'est magique, voilà. Alors, vous êtes superstitieux, peut-être que vous ne voulez pas le toucher je tout veux de pas suite. le toucher, parce que c'est comme la mariée. Si je touche Amand, peut-être que je l'aurai jamais. Ouais, non, je ne veux pas. Je regarde de moi comme parce ça. que c'est Lupin, donc il peut peut-être... je peux peut-être partir avec vous le prendre et Omar Sy, remplacé par le faux. Cet Oscar, il est arrivé par la poste? Il est arrivé par la poste. C'est juste incroyable. Bah, c'est vrai que c'est un objet qui cristallise tellement de mythologie, tellement de rêves. C'est difficile d'y rester insensible. D'autant que moi, c'était pas du tout dans ce que j'espérais, de ce que j'attendais. C'était un film européen, anglais. Personne n'espérait en fait qu'on aille suivre ce chemin américain. Et donc, ça a été une surprise et une grande joie. Vous étiez impatient que votre film arrive enfin. Il y a une forme de désir qu'il soit sur nos écrans, parce que ça y est, il est là, et ça dû être une forme de frustration. Oui, mais c'est vrai que le film n'a cessé de ne pas sortir, mais bon, finalement, on a tous dû faire beaucoup de compromis dans cette période-là. Mais c'est vrai que dans le même temps, de recevoir comme ça des signes d'encouragement, ça avait d'autant plus de force. Omar, vous avez un artiste que vous aimez particulièrement, et un comédien particulièrement, c'est Anthony Hopkins. La grande classe, Anthony Hopkins, pardon, mais là, c'est en plus ce qu'il a fait dans ton film. Enfin, il est bouleversant de cette. Moi, je trouve que ces histoires, en fait, ce lien-là au cinéma, il ne cessera jamais de m'émouvoir. Les parents-enfants, ce lien parent-enfant est quelque chose d'assez dingue, et de vivre cette maladie à travers un acteur comme celui-là, c'est incroyable. C'est par moments hyper glaçant. Enfin, il y a des trucs, vraiment, c'était... Cet appartement incroyable. Cet appartement qui n'est pas le même, en fait, à chaque fois. On s'y perd nous-mêmes. En tout cas, la mise en scène est assez incroyable. Comme dans son Bravo, on y est perdu aussi, quoi. Vraiment. C'est vrai que j'ai essayé de mettre le spectateur dans une position comme si lui-même traversait un labyrinthe, comme si lui-même était dans la tête, en fait, du personnage principal. Clairement. Ça fonctionne grave. Moi, je me suis paumé. Il faut juste raconter, effectivement, Anthony Hopkins, tout s'est joué en 2 heures. On l'appelle... D'abord, il vous dit oui, je veux bien vous rencontrer. Lui, il prend un avion, direction Los Angeles. Et à Los Angeles, petit-déj avec Anthony Hopkins. Et vous vous dites, j'ai 2 heures pour le convaincre. Oui, mais j'étais préparé parce que c'est quelque chose que dont j'avais rêvé beaucoup. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à écrire le scénario, c'est son visage que je voyais. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire le film en anglais. C'est simplement pour aller vers lui. Et à ce moment-là, quand j'en parlais à des amis, je sentais bien que les gens me laissaient faire, mais qu'ils disaient, bon, il y a quand même peu de chances que ça se passe. Et finalement, je me suis dit, tant qu'il ne m'a pas dit non, c'est peut-être qu'à un moment, il va me dire oui. Donc j'ai voulu obstinément suivre cette intuition, ce rêve et ce désir. Et ça aussi, ça vous rassemble, croire en ses rêves, Omar? C'est important, c'est important. Si on ne le fait pas, nous, on peut convaincre personne. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'une histoire comme ça. Question à vous deux. Est-ce que les anglo-saxons, parce que ce film, il a été financé par des Anglais, produit en Angleterre, vous êtes parti aux États-Unis, est-ce que les anglo-saxons, là-bas, il y a quelque chose de plus qu'ici, déjà dans le sens où tout serait possible? Est-ce que vous trouvez à l'extérieur de la France là, et pourquoi pas chez nous? Moi, je crois que cette idée que tout est possible, elle est belle en soi et qu'il faut la poursuivre quel qu'en soit le pays. Parce qu'en fait, c'est une sorte de moteur puissant et que finalement, rien n'entrave en fait ce désir-là. Mais c'est un film qui est aussi coproduit par la France. C'est ça, je tiens à féliciter vos 2 producteurs français avec qui j'ai travaillé sur Police. Oui, mais ils ont été très importants. Parce qu'en France, le metteur en scène, c'est celui qui est l'auteur du film, c'est-à-dire ce qui décide jusqu'à la fin. Et c'est pas quelque chose de commun dans le monde anglo-saxon. Et mes producteurs français ont porté cette idée française, justement, du metteur en scène qui est l'auteur. Et donc, j'ai pu faire exactement le film que j'avais dans le cœur et dans la tête, grâce à eux notamment. Le prochain, il est déjà en cours en Angleterre? En Angleterre et aux États-Unis. On peut savoir un petit peu. C'est aussi, le père, c'était Hugh Jackman. Voilà, c'est Hugh Jackman. Et pas encore Omar Sy. Et bientôt, Omar Sy. On va le laisser tranquille. Oui, voilà. Et à un moment donné, il n'y aura plus d'acteurs. Il aura fait tous les acteurs, il va en rester un. J'attendrai le temps qu'il faut. Même à l'âge d'Anthony Hopkins, moi, ça me va. J'ai rapproché l'Oscar. Regardez, j'ai rapproché l'Oscar. Oui, tout doucement. Pas trop près. C'est bien, pas trop près, mais là, il est bien. Il est bien. Bonne distance. Bonne distance, je le vois, je le sens. Je vous propose de retrouver quelqu'un qui, comme vous, a cru en ses rêves. Et c'est l'acte 3 de ce soir. Je vais aller m'installer là parce qu'il va apparaître avec nous. Celui qui a été désigné comme le meilleur DJ au monde. Il vient de sortir un single avec Akon et Master KG qui avait sorti le tube Jérusalem. Et il est en train de progressivement de refaire danser la planète. 10 concerts au programme aux États-Unis. Bonsoir David Guetta, merci d'être avec nous. On est très heureux de vous retrouver. Vous êtes en direct de Las Vegas et Omar Sy et Florian Zeller vous saluent. Je suis ravi d'être là avec vous.
C'est génial. Omar, j'adore ton costume. Il n'y a que toi qui peux porter un costume rose et avoir Merci, la classe. C'est David. Vous voulez me le extraordinaire. prêter Je pour sais la que semaine ça allait prochaine? te C'est plaire. extraordinaire. Je l'ai mis que Il pour est toi. trop fort. David Guetta, je me demande si c'est pas une première mondiale, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aux téléspectateurs que en fait là-bas on est en matinée et que vous avez fait un concert cette nuit. Ça veut dire que tous vos proches m'avaient dit peut-être qu'il va pas se lever. C'est la première interview mondiale de David Guetta un matin. Oui, non, mais en tout cas, c'est extraordinaire. C'est un grand moment pour moi parce que ça fait 14 mois que j'ai pas pu faire de show. Et c'est incroyable parce que d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous les Français que la lumière est au bout du tunnel et pas loin du tout parce que les États-Unis étaient un peu en avance sur la vaccination. Et ça y est, la vie a repris de manière complètement normale, comme vous pouvez le voir. Ça, c'était hier. Et c'est extraordinaire, évidemment, pour moi de pouvoir être sur scène à nouveau. Alors, vous étiez donc il y a quelques heures, là on vient de le voir justement sur les images. C'est quoi le protocole? Ils n'ont pas de masque? Est-ce qu'ils sont testés? Est-ce qu'ils sont vaccinés? Est-ce qu'il y a un passeport? On voudrait comprendre parce que vous qui aimez tant les boîtes de nuit en France, et on s'en souvient, leur situation est critique aujourd'hui. Oui, c'est très très dur pour toute notre industrie. Mais je sais que ça paraît fou de voir ça pour la France. Mais moi, j'ai passé beaucoup de temps en Floride et c'est là où ça a rouvert en premier. Et ces derniers jours, il y a eu 0 nouveau cas en Floride. Donc, c'est juste pour dire que la vaccination, ça marche très, très bien et que les gens peuvent reprendre une vie normale ici. Et c'est-à-dire qu'en Floride, on n'est même plus obligé de porter un masque parce qu'il n'y a plus de nouveaux cas et parce que les gens sont vaccinés. Donc, je pense que l'Europe est sur la bonne voie aussi, même si on est un petit peu en retard. Mais bon, regardez, il y a une vraie fête, il y a une vraie joie. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on va vivre les années 20 à nouveau. Là, ça va être la fête, la folie, comme jamais on l'a connu depuis 10 ans, c'est sûr. Omar, question à l'homme au costume mauve. Juste, effectivement, vous y croyez, vous, à effectivement cette vie qui va reprendre, on va dire, avec plutôt la patate? C'est obligé. C'est obligé que ça reprenne avec la patate. Il y a tellement de restrictions, ça a tellement été serré que c'est comme un paquet de chips, quoi. Ça va péter. Mais dans le bon sens, avec de la musique comme ça, la belle fête, 1 euro qui s'annonce hyper bien, qui commence vendredi, le même jour que la sortie de Lupin, d'ailleurs, voilà. C'est bien de le dire. Une belle série à regarder. Enfin, on a plein de bonnes choses, là. Mais moi, je suis trop fier. Lupin, mais je suis trop fier, c'est incroyable. C'est incroyable de voir un show français numéro 1 partout dans le monde, mais vraiment, c'est extraordinaire. Merci, David. Je suis impressionné. Et en plus, c'est vraiment... de spectateurs. Je me réjouis de voir le nouveau. David Guetta, c'est quoi ce dernier tube alors? Expliquez-nous. Alors, non, mais j'ai plein de... Écoutez, c'est vraiment incroyable en ce moment parce que j'ai sorti, comme j'étais en confinement comme tout le monde pendant 1 an, du coup, j'ai fait de la musique tous les jours et des choses très variées. Et là, je sors un disque avec Akon et Master KG, qui est un artiste africain. Et je suis aujourd'hui le 7e artiste le plus streamé au monde. Je viens de dépasser Drake, ce qui est assez incroyable. Et vraiment, j'hallucine. C'est le résultat d'un an de travail. Alors, envoyez le son. Fais kiffer un peu, envoie. Il n'y a pas du matos là. On va en monter le son. Voilà. On envoie tout de suite. C'est parti. Merci David Guetta. On vous embrasse et on vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse. Les 3 coups de cœur de ce soir. Un livre et un regard touchant de la photographe Sylvie Lancrenon, Ombre et Lumière chez Albin Michel. Un dialogue et un portrait inédit signé François-Olivier Gisbert à la rencontre de Bernard Tapie aux Presses de la Cité. Et puis la prochaine sortie d'une pépite saluée par la critique. Le premier film écrit et réalisé par la jeune Suzanne Lindon. Son titre 16 printemps. Merci à vous d'être venu nous rendre visite. Lupin, on regardera bien évidemment la partie 2 sur Netflix. La partie 3, elle est déjà en train de... La partie 3 est en discussion. En discussion. En discussion. On n'en saura pas plus. Ah ben non. Merci Florent Zeller. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Continuez à faire de jolis films et à écrire, à nous écrire de si belles pièces. Et ce film avec Omar Sy qu'on ira tous voir dans quelques années, bien évidemment. Ce soir sur France 2, vous avez vu ce qu'il y a ce soir? C'est Yao. Alors là, France 2, merci France 2. Alors France 2, merci de le diffuser ce soir. Et merci de nous avoir soutenus pour que ce film puisse exister. Donc moi, je vous remercie pour ça. Et vous allez voir, c'est un super film. La vie, c'est 3 jours. Hier, aujourd'hui. Et demain. Et demain. Merci Omar Sy d'être venu nous rendre visite. Merci à tous. On peut mettre un peu plus de son là. Mettez un peu plus de son pour qu'on entende David. Parce que demain c'est lundi. Et demain c'est lundi. Alors on met un peu de joie dans le cœur des gens. Merci David Guetta pour cette musique. Portez-vous bien. On va s'en sortir tous ensemble. Et à très vite. C'est sûr.